permis par le Seigneur ou sa troupe qui venait de passer, parce qu'il faut ramasser 1700 euros. C'était une matière précieuse. Et elle pouvait soit la revendre, soit dans des formes, transforme sur le client, en même musique et les revendre les clients. Il a voulu faire du bois sans outil en fer. À l'époque, c'était courant. Alors on cassait les branches, on chiffonnait, et ça se voyait déjà. Il fallait 5 à 6 heures pour transformer les minerais en fer. Dans le fourneau, on va monter plus en température, donc notre fer il va fondre et on va d'abord obtenir de la fonte. Pas du fer, pas de l'acide, de la fonte. Il y a une petite différence, peut-être que vous connaissez laquelle. C'est juste le taux de carbone qui est différent. Il est plus élevé dans la fonte que dans l'acier, il est plus élevé dans l'acier que dans le fer. La barrière où vous appuyez, c'est du fer. C'est suffisamment résistant, mais ça se forge et ça ne prend pas la trempe. L'acier va prendre la trempe et c'est beaucoup plus dur. Et la fonte est tellement dure qu'elle a une cassante, ça ne se forge pas. Si on tape, on casse. Donc, on trouve le moyen de convertir la fonte en acier à la révolution industrielle parce qu'il y a de nouveaux procédés, puis la science commence à être efficace, on va dire. On injecte de l'air dans la fonte quand elle est liquide et l'oxygène de l'air va permettre au carbone de la fonte de brûler. Et ainsi, on la convertit. Derrière, on peut faire une coulée, une barre en acier qu'on va laminer pour les tirer. On fait des kilomètres et des kilomètres de barres, des tonnes et des tonnes d'acier. Encore aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. On a amélioré le procédé en injectant de l'oxygène à la place de l'air. Ça va encore plus vite. Une forge qui produisait 120 kg de fer toutes les 6 heures, elles sont plus rentables à ce moment-là. Elles ferment toutes les unes après les autres. De 1850 et 1884, mais elles disparaissent. Et la seule chose qu'elles vont laisser, bien souvent, c'est le nom de l'ennemi. Un endroit qui s'appelle la forge, ou le mail, la mouline, ou la ferrière. C'est probablement un endroit où on transformait le minerai de fer en fer. Et des endroits comme ça, des moulines, on les a plein dans toutes les Pyrénées. Même toute l'Occitanie, on en rencontre souvent. Les formes qui ne vont pas disparaître, ça sera le cas de la nôtre, mais elles vont s'adapter à cette situation. Les plus visionnaires, ils vont le faire assez tôt. Ici, c'est en 1871, après quelques années de sommeil, ceci dit, que ça devient une taillanderie. Une taillanderie, c'est l'usine qu'on a, c'est une forge où on fait des outils taillants. Alors, on ne produit plus l'acier, on achète les barres qui sont faites ailleurs, on va les transformer pour faire de la plus-value. Les barres d'acier, quand on les achète, encore aujourd'hui, on ne les vend pas en petits morceaux, en petite longueur. C'est à 6 mètres de longueur que ça se vend l'acier, parce que c'était dans un laminoir. Et ici, on n'est pas équipé pour chauffer 6 mètres de longueur. Donc, la première chose à faire, ça va être de couper la barre en petits morceaux, et ça va se faire à froid. Alors, non pas avec une scie comme ça, mais avec la cisaille qui est à l'entrée de l'atelier. C'est une machine avec la grande bobine et l'engrenage, ici une cisaille. Et en face, dans le mur, à côté de l'extincteur, on voit, il y a un petit trou qui permettait de faire glisser les barres d'acier qui étaient posées dehors. On fait glisser la barre d'acier et à froid, on coupe une autre barre, les barres de cette section. Au côté que je vous montre, c'est une barre qui est coupée comme ça. Ça serre très très fort. Alors, deuxième opération, dès qu'on a un petit morceau, on va pouvoir le mettre à chauffer dans un four. Si on veut faire un outil dont la bouille est matricée, c'est le cas d'une bouille. Une bêche, c'est le cas d'une bêche, on va le chauffer très très fort, ce métal. On va le chauffer à blanc. Et à blanc, on est au-delà des 200 degrés, le métal il est très malléable. Pas comme de la pâte à modeler, il faut quand même beaucoup de puissance. Mais avec la presse qui est au milieu de l'atelier, on va écraser un côté du lingot pour former la bouille. Alors, il fallait 2 pressages pour former la bouille. On va d'abord déformer une demi-sphère, on réchauffe de nouveau, et on transperce la demi-sphère, on a la bouille. Et à partir de ça, on peut confier l'ébauche à l'équipe du Martinier. L'équipe du Martinier, c'était 3 personnes.
un chauffeur, ici est chargé de réchauffer les pièces, de conduire le feu. Quand c'est à la bonne couleur, rouge cerise à peu près, du degré, tout en ça au martinéteur. Le martinéteur, c'est le forgeron qui va être chargé, de forger la planche de métier, cette partie, la partie qui va travailler le sol. Et c'était bien souvent l'ouvrier, le métier de l'usine, parce que les prix qualifiés, on ne se produisent pas martinéteur. C'est le DPE et c'est le seul qui travaille assis. Il a son siège devant le marteau, ouais, c'est pas mal, hein. Les places c'était pas mal. Il a son siège qui ressemble grandement à une balançoire. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on travaille assis sur une balançoire. Je me suis dit c'était pas pour s'amuser ici. On évitait. C'était pour travailler plus rapidement. Pour se déplacer Voilà, plus facilement. Se déplacer. Alors, très souvent, on va rester face au marteau. Ça permet de forger une planche de houe, de toile d'âche. Mais quand on a besoin d'allonger la pièce, on va venir ici et on va se retrouver perpendiculaire aux frappes qui sont fixées sur le marteau. Alors, ces frappes, c'est des pièces interchangeables. On en a plein sur l'étagère derrière la boîte. Et on la voit ici. C'est la pièce qui se trouve ici. Et il y en a une autre sur le marteau. Donc, ces frappes, ça s'appelle des tas. Ça s'écrit PAS, ça vient de passer la matière. Et c'est là qu'on apprend le métier. Quand on est apprenti, on regarde ce que fait le martinéteur entre les deux tas. On apprend sur le tas. Et l'apprenti, c'était la troisième personne de l'équipe. C'était le plus souvent un jeune. Alors, au début, en 1871, c'est à 12 ans qu'on se retrouve apprenti, ça dure 5 ans. Et puis très vite, ça va évoluer. Ça sera après le certificat d'études, à 13 ou 14 ans. On va se retrouver ici, 8 heures par jour, à tenir cette barre et à tirer dessus en fonction des signes du code que fait le martinéteur. Le martinéteur, il ne parle pas, l'apprenti, quand il veut que ça démarre, il fait oui. S'il veut que ça accélère, quand ça commence à frapper, il fait encore oui. Donc on tire un peu plus et on envoie plus d'eau sur la roue qu'il y a derrière. S'il veut que ça ralentisse, il fait non. Et quand il veut que ça s'arrête, c'est juste qu'il met vers le ciel, comme ça, pas plus. Et toutes les minutes, il y a le chauffeur qui tend une pièce chaude au martinéteur. Et l'apprenti qui doit redémarrer, enfin, être à l'écoute. Il n'y a pas de bouton d'arrêt d'urgence sur la machine. Donc, quand on commençait, bien souvent, on était un petit peu dans la lune. On était distrait par ce qui se passait à côté, parce que c'est aussi des machines impressionnantes. Ou alors, on rêvait un peu à la partie de pêche qu'on pourrait faire à la main dans le ruisseau à côté. Parce qu'on se retrouvait ici du jour au lendemain, après le certificat d'études. Les vacances, ça n'existait pas. Et on ne se retrouvait pas ici parce qu'on avait choisi de faire forgeron, c'est parce que les parents l'avaient décidé. On ne choisissait pas son métier, c'était très rare. Alors notre apprenti, des fois, quand il était dans la ligne, ça avait tendance à mettre le martinéteur un peu en colère. Le martinéteur, c'était le chef ici. Donc la première fois, le martinéteur, il quitte son siège, il va mettre une bonne engueulade à l'apprenti, près des oreilles, et il va lui expliquer tout ce qui peut arriver, parce que c'est dangereux. Ça tient tout avec des cales en bois et des points en fer. Avec les vibrations, ça ressort régulièrement, donc il faut pouvoir arrêter pour mettre 2 coups de masse plutôt que de recevoir les cales sur les pieds. Également, si ça va trop vite, la pièce elle peut être projetée dans la clé parce qu'il n'a pas eu le temps de la placer correctement. Et il y a plein de conséquences possibles. Et il expliquait surtout ce qui allait lui arriver s'il était toujours dans la lune. Il était viré. Et le coup d'après, c'était pas une deuxième explication, on ne répétait pas les choses deux fois. Le coup d'après, s'il est toujours dans la lune, notre apprenti, donc on commence par le jeter les tenailles dans les pieds. Les tenailles, vous en avez toute une collection là, ça fait le poids d'un marteau. Ça doit piquer un peu sur les tibias. Mais c'était pas la sanction la plus grave. La sanction la plus grave, c'était bien sûr de nouveau la tenaille dans les pieds, mais elle n'était pas toute seule, il y avait la pièce chaude qui suivait avec. Qui précédait, ça dépendait. Alors, paraît-il, ça marchait bien. Dès que l'apprenti avait reçu des paires de fois la pièce chaude entre les jambes, il devenait attentif. Et dans tous les cas, il n'allait pas se plaindre à la maison, parce que si on se plaignait à la maison, c'est que probablement on n'était pas à la hauteur de la tâche, ou on ne faisait pas l'affaire. Et les parents, ça les fâchait un peu. Donc, c'était une autre explication qui était parfois moins tendre que celle du forgeron. Si on arrivait à surmonter tout ça, en général, ça passait vite. On apprenait le métier petit à petit en regardant ce que fait le forgeron. Au bout d'un an, on est capable de reproduire un peu les gestes qu'on regarde toute la journée. Quand le forgeron va prendre une petite pause,
l'apprenti va s'installer sur le siège du forgeron et le chauffeur va venir faire l'apprenti. Le chauffeur, il va remplacer tout le monde et il va gérer l'eau pour que l'apprenti forge une pièce au début, du temps de la pause. Et si la pièce est plutôt jolie, pas trop mal, le coup d'après, la pause sera un peu plus longue et qu'il en fasse un peu plus. Et petit à petit, comme ça, il va avoir de l'expérience. Et un jour, il sera capable de refaire tous les gestes du martineteur pour tous les outils différents. Ce jour-là, il deviendra martineteur à son tour et ça sera lui l'ouvrier le métier de l'usine. Alors, j'ai mon apprenti qui est là. On va pouvoir passer à la forge. Donc, ça va faire un petit peu de bruit. Je préfère prévenir avant, il y a des gens qui sont devenus fous, mais ce n'est pas des visiteurs, des gens qui travaillent. Mais si parmi vous il y a des gens qui sont sensibles des oreilles, mettez les mains devant les oreilles. Nous on a les mains occupées, donc on met les protections. Ça sert à ça. Elle est bien la musique que vous écoutez? Alors, j'entends la même que vous allez voir. Merci à l'apprenti. Voilà, ça va très très vite, il y a moins d'une minute en général pour forger l'outil. Surtout sur la fin, quand il commence à être moins épais, il garde moins longtemps la chaleur. Et pour le réchauffer, ça dure un peu plus longtemps qu'une minute. Donc quand on perd la couleur rouge, on y est là, c'est trop résistant pour forger. Et si on insistait, on va créer des petites fissures dans le métal. Donc ça, il fallait l'éviter à tout prix, puisque l'outil serait cassable derrière. Il faut remettre à chauffer et reforger. Donc pour finir un outil, par exemple une houe, il va falloir chauffer et forger la pièce entre 3 et 5 fois. Aujourd'hui, on va un peu moins vite parce qu'on fait simplement les démonstrations et on ne change pas les frappes du marteau. On utilise les plus larges et la pièce elle dure plus longtemps. Et à l'époque, on commence à forger avec des pièces qui sont très fines. Et on en voit sur l'étagère là, les plus fines, c'est celles qui vont forger le plus rapidement possible. Ça frappe avec une force de 40 tonnes. Mais ça laisse plein de petites ondulations, donc c'est très rapide. Et on a plein de petites vagues sur la surface de notre métal. Donc on faisait une série d'outils comme ça, on changeait l'état et on reforgeait avec un temps un peu plus large pour effacer ces coups de marteau. Et en 3 fois en général, on avait étiré le métal à une finesse recherchée. On colliait ça au finisseur. Les finitions sur les outils, ça consistait à découper les bords parce qu'en étirant les bords, ils font des petites ondulations. Donc on va prendre un gabarit dans le magasin de la forge, c'est un patron en carton ou en métal, comme une plaque de zinc. On dessine les contours et on va aller à la petite cisaille. La petite cisaille, vous n'en avez pas trop parlé, pour l'instant elle est dans le petit apprenti qui est à l'extérieur. Et elle a une particularité, alors, ça ressemble à un grand ciseau en fonte, et c'est une cisaille Citroën.
Citroën, avant de faire des voitures, il a commencé il y a un siècle, on fête le centenaire cette année, et il s'est rendu célèbre par un brevet déposé, il a racheté un brevet qui consistait à fabriquer des engrenages de machines-outils avec des dents taillées en chevron. Alors, il va améliorer le principe qu'il a racheté en Pologne, et il va faire beaucoup de machines-outils pour les grands ateliers, comme ici. Et cette cisaille, c'est le parfait exemple. On voit les chevrons sur l'engrenage. Alors si vous voulez le voir, il faut regarder dans le petit appentis, non pas par la fenêtre qui est vitrée, mais non pas par la porte qui est vitrée, mais par la fenêtre qui est à droite de la porte. Et vous êtes en face de l'engrenage. D'accord. Alors cette forge, elle a fonctionné comme ça jusqu'en 1985. Et en 1985, le patron il pensait tout vendre à la ferraille. Il avait 75 ans, il avait bien donné. Et quand il parle de tout vendre à la ferraille, il y a une commune qui va être intéressée pour racheter l'un des deux marteaux de l'usine. Et le marteau, il était un petit peu plus grand que celui-là. Il était de ce côté, il était installé là. Alors, si on veut le voir, ce marteau aujourd'hui, puisque ça s'est vraiment vendu, il faut aller dans les Pyrénées-Orientales, à Villefranche de Conflans. Au pied des remparts, c'est là qu'il a été installé, avec un petit panneau sur son origine. Et c'est cette vente qui va permettre de sauver tout le reste. Les élus ariégeois vont se rendre compte que le patrimoine est en train de disparaître, et on savait pertinemment que c'était la dernière forge à martiner en activité en France. Donc, ils vont contacter le propriétaire, le patron, et racheter l'ensemble, puis quelques années plus tard, l'inscrire au monument historique. Au départ, le projet, c'était simplement de conserver la forge, de faire un petit musée sur l'histoire du fer en Ariège. C'est une grande partie du patrimoine ariégeois. À certaines périodes de l'histoire, l'Ariège, c'est le premier producteur de fer du pays, avec le quart de la production totale qui est fabriquée dans ces forges. La révolution industrielle va arriver, elle va changer la donne, mais il y avait quand même un grand savoir-faire qui est toujours reconnu aujourd'hui. On a toujours des forges qui sont à la pointe. On en a deux dans le département, enfin deux très connus. Les forges de Nyon, c'est le leader mondial des disques de charrue et ça a été une taillanderie comme ici, après avoir été une forge à la catalane. Et à Pamiers, on a une grande forge qui fabrique des pièces pour l'aéronautique ou pour l'industrie électrique avec des aciers spéciaux. Alors, on a sur Pamiers, dans cette usine, l'un des plus gros marteaux-pilons de France. Là, j'ai 25 tonnes de pression au centimètre carré. Quand ça fonctionne, à Pamiers, c'est 40 000 tonnes. Ça fonctionne au tel de l'eau? Non, c'est moderne, c'est des vérins, avec des sécurités et des protections autour. Mais c'est aux normes. Ici, non, c'est aux normes 1871. Voilà, alors. Il y a une petite chose que devait faire le chauffeur de temps en temps, sinon lui aussi il avait un petit rappel avec des tenailles volantes, c'est qu'après une dizaine de pièces, ces tenailles elles finissent par devenir très chaudes. Et vous allez voir que j'ai fait une pièce moi, et ça peut expérimenter des balles déjà. Ouais. Ouais, c'est vrai. À la chaleur, mais jusqu'à un certain point. Ouais. Ah, ouais, quand ça. Alors des martinets comme ça, aujourd'hui, il n'en reste plus des masses. On en connaît une dizaine de différents modèles. Il y a des martinets qui servent au binandier, qui fabriquaient des chevrons en cuivre. Dans la région, on en a deux. Un dans l'Aveyron et un dans le Tarn. Ensuite, on connaît une autre taillanderie comme nous, dans le Doubs. Il faut aller très loin pour les trouver. Ils font des démonstrations qui sont ici, l'idée simplement. Et ça et là, un peu partout en France, vous avez dans beaucoup de pays où on a travaillé le fer, des bâtiments où il y a des martiniers. Alors ça n'existe pas toujours, mais on en connaît 4 ou 5 qui sont capables de fonctionner. Ceci dit, c'est peut-être celui-ci qui fonctionne le plus régulièrement, puisqu'il fonctionne toute l'année. Il est en démonstration simplement aujourd'hui. D'accord. Voilà, j'espère que la démonstration vous a plu. Ouais, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non. Ouais, c'est magnifique. Je vais faire un petit tour vite fait.
C'est là-bas là pour la cisaille. On va y passer là pour montrer. Donc c'est ça pour cisailler là. Ce que le monsieur disait, c'est ça pour couper les morceaux de tige là. Ouais. Et ça, la grosse machine là qui coupait. Pareil, belle ligne. Ouais, comme par hasard. Tous les outils de la forge là pour chauffer un peu plus gros. Et donc le monsieur disait à la fenêtre, c'est où? Ah, peut-être ici la porte vitrée. Si on le voit. Ah, tous les stocks là, la grosse machine. Ah bah vous me voyez moi, mais pas à l'intérieur. Ça va être compliqué. Je peux pas vous montrer. Essayez de zoomer. Non, on peut pas voir. Désolé, on voit que le reflet de la vitre.